Bonsoir. Notre rencontre de ce mois-ci porte donc sur le problème et les défis auxquels sont confrontées les écoles privées. On a choisi les écoles privées parce qu'il fallait faire un choix. Je sais que les écoles publiques, c'est un dossier à part qui peut être aussi important que les écoles privées, mais on a fait le choix des écoles privées. Alors, en guise d'introduction, je voudrais relater un fait historique qui remonte au début des années 60. En avril 1961, les Soviétiques ont devancé les Américains dans la course, dans la conquête de l'espace. Le premier astronome qui est sorti dans l'espace était Yuri Gagarin, qui était soviétique. Alors évidemment, ça a choqué les Américains qui n'ont pas compris pourquoi les Soviétiques les ont devancés dans l'espace. Alors les Américains ont formé une commission d'enquête pour savoir un peu où était la faille, pourquoi les Soviétiques les ont devancés. Cette commission a effectué des recherches pendant des mois et ils ont abouti à la conclusion suivante, qu'ils ont découvert que la faille principale, c'était l'enseignement des sciences en classe complémentaire à l'école, que c'était la faille qui avait provoqué l'échec face aux Soviétiques dans la course dans l'espace. Et c'est à la suite de ça que les Américains ont lancé dans les universités américaines un cursus qu'ils ont appelé le Education of Science. Donc je relate cet épisode pour donner un exemple concret et pratique de l'importance stratégique de l'enseignement, même dans les écoles, dans les niveaux primaires et complémentaires. Il ne s'agit pas seulement de pédagogie et d'éducation, ce qui est important, mais le niveau d'enseignement dans les écoles, même dans les petites classes, cet exemple montre à quel point ça peut avoir des conséquences stratégiques, même dans la politique des nations et des grandes puissances. Donc je voulais commencer par cet exemple pour mettre en évidence vraiment l'importance du sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Alors, Peg, je voudrais commencer par vous. Une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que l'école privée est essentiellement, pour être clair, est-ce que les écoles catholiques et les écoles privées sont en danger, vraiment sont en danger au Liban? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? D'accord. Je voudrais tout d'abord vous dire merci, Michel, pour cette très belle initiative. Et je voudrais saluer les présents, Monsieur le Président Khalil Karam, président de la Ligue maronite. Et avant d'entrer même dans le sujet, je voudrais rappeler ce que Nelson Mandela a dit. L'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle nous sommes capables de changer le monde entier. Donc, l'éducation, c'est une arme. Et je pense que les États actuels qui sont très développés ont construit un système éducatif très fort. Et c'est à travers ce système éducatif qu'ils ont pu arriver à ce stade de développement, que ce soit économique ou bien social ou bien politique et n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut miser sur l'éducation. L'éducation est quelque chose de très important. Et moi, je pense personnellement que la faille la plus grande chez nous, au Liban, c'est le système de gérance politique dans notre pays. C'est la faille. C'est la faille. Je pense que le système éducatif, avant la crise, allait bien. Mais avec la crise, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Et le système éducatif en soi, en sa totalité, est en péril. Que ce soit privé ou bien public. Tout le système éducatif est en péril. C'est à cause de cette faille, à cause du manque d'intéressement des politiciens au sujet de l'éducation dans ce pays.
peut-être ils ne connaissent pas la valeur, l'importance de l'éducation. Et en fin de compte, après 3 ans de Covid, après 4 ans de crise économique, le système éducatif est épuisé. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes en état de fatigue, que ce soit dans le public ou bien dans le privé. Et je pense que le système éducatif privé est en menace. Il est menacé. Il est toujours menacé. Mais dans ce système éducatif privé, il y a certains établissements qui sont plus menacés que les autres. C'est le système des écoles semi-gratuites et le système, l'ensemble des écoles, des petites écoles, ou bien des écoles rurales de la périphérie, de la région. Ce sont ces écoles qui sont menacées plus que les autres, malgré le fait que l'ensemble des établissements scolaires, catholiques ou non catholiques, privés, est en danger, est dans cet état de danger. Il y a une menace. Nous vivons le jour au jour. Le jour au jour. Comme on dit dans la prière de notre Père qui est au ciel, hein, le pain de ce jour. Donc on demande le pain de ce jour pour que nous puissions aller en avant. Est-ce que le danger ou le péril que vous avez évoqué maintenant, c'est le niveau d'éducation ou bien c'est des considérations matérielles et financières uniquement? Je ou pense bien que le niveau d'éducation aussi, est-ce qu'il est menacé? Je pense que ce sont deux volets du même problème. Il y a d'une part le problème économique et c'est un grave problème. C'est un problème très grave actuellement. Mais il y a aussi le péril au niveau du niveau académique et éducatif, parce que je pense que en anglais, on dit qu'il y a ce learning loss, cette pauvreté éducative. Après plusieurs années de Covid, après ces années de crise économique, je pense qu'on subit actuellement ce learning loss, cette pauvreté éducative, et on a besoin d'une politique nationale au niveau du pays pour remédier à ce problème de pauvreté pédagogique. Alors, je veux poser la question à Madame Anti. Vous êtes vice-présidente du comité des enseignants du Carmen Saint-Joseph, de l'école du Carmen Saint-Joseph. Donc, vous êtes au courant un peu des difficultés et des défis auxquels le corps enseignant est confronté. Est-ce que d'après vous, le danger qui menace actuellement l'enseignement en général et surtout dans les écoles privées, est-ce que c'est le niveau qui est le véritable défi ou bien il y a aussi le volet financier et matériel? Quand je parle du niveau matériel, je parle au niveau de l'équipement d'abord, pour l'enseignement, et évidemment au niveau financier et des salaires. Comment vous percevez la situation actuelle et les défis actuels de l'enseignement? Alors bonsoir, je suis d'abord très ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup de cette initiative. Je suis Hana Diaratiye, je suis enseignante et vice-présidente, comme vous l'avez dit, du comité des enseignants au Carmel Saint-Joseph. Nous sommes une institution scolaire libanaise engagée pleinement au service du Liban et aussi engagée dans la spiritualité du Carmel. Alors pour répondre à votre question, bien sûr que les écoles privées sont menacées, elles sont dans un péril, elles vivent des moments très très difficiles. Et puis c'est peut-être, je n'exagère pas si je dis que certaines écoles privées et peut-être tout le secteur éducatif au Liban est au bord de l'effondrement.
Alors, en ce qui concerne les écoles privées, certainement, elles rencontrent des obstacles et des problèmes financiers. C'est-à-dire, les parents, parfois, n'arrivent pas à payer la scolarité, qui est dollarisée, parce que maintenant, toutes les écoles privées sont dollarisées. Nous ne pouvons pas, parce que vous avez parlé de matériel, nous ne pouvons pas continuellement renouveler le matériel et puis faire une maintenance régulière pour que nous puissions profiter du matériel que nous nous sommes procurés quand il n'y avait pas cette crise économique. Et puis, en ce qui concerne les enseignants et les salaires, oui. Alors là, il y a une vraie crise et je pense que c'est là surtout où réside le problème. Parce que les enseignants, si je prends un tout petit exemple, un enseignant de salaire moyen, je vais dire, qui touchait avant la crise presque 2 millions ou 2,5 millions par mois, qui était l'équivalent de 1 600, 1 700 $, il continue à toucher cette même somme en livres libanaises, c'est son salaire brut. Et puis, il y a un pourcentage qui est accordé en dollars par l'école, bon, en fonction des moyens de chaque école. Mais cette somme en dollars n'entre pas dans son salaire, c'est-à-dire elle est pratiquement invisible. Donc, elle n'entre pas dans les indemnités de l'enseignant qui se trouve à la fin de son service. Si je prends l'exemple d'un enseignant qui passe à la retraite cette année, il n'a pas droit au dollar. Il arrête de toucher au dollar une fois qu'il est à la retraite et il se retrouve avec 80% de son salaire brut en livres libanaises. Donc ça, c'est horrible. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce sujet le système de la caisse d'indemnité et le système de mutuelle? Oui. Ce sont deux instances différentes, en fait. Concrètement, comment ils sont structurés et quel est l'impact sur l'enseignant à la fin de sa carrière? En fait, la caisse d'indemnité est une instance qui regroupe tous les enseignants du secteur privé. Parce que dans le secteur public, c'est différent. Ils encaissent de la Caisse nationale et du ministère des Finances. Dans les écoles privées, chaque professeur, quand il est engagé dans une école, l'école est obligée de l'inscrire à la caisse d'indemnité. Et puis, dès qu'il est cadré à l'école, il paye mensuellement une cotisation obligatoire qui correspond, d'une part, la première partie, c'est lui qui la paye, le prof, de son salaire. 6%, elle correspond à 6% de son salaire brut. La deuxième part, elle est payée par l'école et qui correspond aussi à 6%. Donc, ces 6%, 6% sont sur une fiche de paie. Ils correspondent à une somme, disons, dans mon cas, elle est 170 000 par mois, livres libanaises. Elle va à la caisse d'indemnité et puis tout échelon, tout nouveau échelon que le prof mérite va toujours à la caisse d'indemnité et à la fin de son service, ce prof, il a droit soit à un salaire mensuel, soit à une somme qu'il choisit de retirer. Le salaire mensuel correspond, c'est 80% du dernier salaire qu'il touchait quand il était encore enseignant cadré à l'école. Du coup, cette caisse d'indemnité, maintenant, elle souffre parce que l'argent, les banques ont mis la main sur l'argent des enseignants, des professeurs. Et puis, tout prof qui est maintenant à la retraite se retrouve soit avec une somme mais vraiment minable qui correspond dans le meilleur des cas à 4 millions, 5 millions par mois et qu'il peut retirer c'est-à-dire à plusieurs crédits, c'est-à-dire il n'a droit qu'à 1 million par jour, disons. Plusieurs retraits, disons. Plusieurs retraits, exactement, c'est le mot, merci. Et puis, ceux qui ont choisi de retirer toute la somme et qui l'ont mise à la banque, elle a disparu, ils ne peuvent plus la récupérer. Et ceux qui choisissent maintenant de retirer la somme entière, qui peut arriver parfois à 60, qui arrivait dans le temps à 120 millions, c'est ce qui était l'équivalent de 80 000 $, disons. Maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'argent. De deux, même si c'est possible, et même si l'État a payé les crédits à la caisse d'indemnité,
ben, cette somme, elle ne vaut plus rien, malheureusement. Donc ça, c'est un grand souci pour les enseignants parce qu'ils se posent la question, à quoi bon sert de continuer à verser ces sommes, bon, quoi qu'elles soient minimes, mais cette somme, quand je la dépose, quand je la verse à la caisse d'indemnité, à quoi bon sert si à la fin de mon service, elle ne me servira à rien? Donc alors, ça, c'est une angoisse, c'est l'une des angoisses des enseignants. Oui. Donc ça, c'est pour parler de la caisse d'indemnité. Oui. Vous avez parlé de la mutuelle. La mutuelle, c'est autre chose. C'est une autre entité qui concerne aussi les enseignants du secteur privé. Oui. Mais c'est une forme, si vous voulez, d'assurance. À côté de la caisse nationale, les professeurs, et là c'est facultatif, choisissent de faire partie de cette caisse mutuelle ou pas. Donc c'est aussi dans une... alors là, il y a plusieurs choix. L'enseignant peut choisir de s'inscrire à la mutuelle en dollars. Donc il y a comme un protocole où on nous demande de payer 4 versements par an en dollars. C'est une sorte d'assurance pour l'enseignant, pour ses parents parfois et pour ses enfants, soit en livres libanaises. Et ça couvre ce que la Caisse nationale ne couvre plus et qui est maintenant tout. Parce qu'avant, la Caisse nationale, quand un enseignant était hospitalisé, ce qui est le cas pour tout le monde, la Caisse nationale couvrait 90% des frais médicaux. Pour l'instant, même les 90% ne valent rien. Parce qu'elle le couvre en livres libanaises. Donc du coup, les enseignants vont de plus en plus vers la mutuelle ou parfois ils vont vers d'autres compagnies d'assurance. Donc voilà, ce sont deux instances séparées, sauf que la mutuelle est facultative. Voilà. Donc ça, c'est un problème fondamental, le problème des salaires des enseignants. Comment est-ce que les écoles privées, les écoles catholiques arrivent à faire face à ce problème concrètement? Deuxième question, est-ce que ce problème provoque un exode des enseignants au niveau des écoles? Ça, c'est pas un exode des enseignants. Est-ce qu'il y a des enseignants qui sont en train de quitter les écoles à cause de ce problème? Et comment vous envisagez de faire face à cette question? D'accord. D'abord, je suis d'accord avec Hannah dit. Dans l'ensemble de ce qu'elle a dit... Vous pouvez approcher le micro. Oui, oui. J'ai oublié. Donc, je suis d'accord avec Hanadi sur ce qu'elle vient de dire, mais je voudrais préciser quelque chose. Tout d'abord, le fait de dire que le système est dollarisé. Non, le système n'est pas encore dollarisé. Nous maintenons jusqu'à ce moment les salaires officiels des enseignants en livres libanaises. C'est-à-dire... Vous parlez de scolarité. Oui, oui. Pas des salaires des oui, enseignants. Oui. D'accord, je vais expliquer ça, je vais arriver. Donc, les salaires officiels sont toujours en livres libanaises. C'est ça le problème, en fait. Et pour aider les enseignants, on a pensé à une aide sociale en dollars. Ce que nous donnons aux profs actuellement, ce n'est pas un salaire en dollars. C'est une aide sociale en dollars. C'est ce qu'on appelle en arabe hawafez, incentive. Incentive. C'est pour aider les enseignants à se maintenir, à aller de l'avant. Et pour que nous puissions donner cette aide aux enseignants, nous sommes obligés de prendre des parents une contribution en dollars. Voilà les termes exacts. Donc, une contribution des parents en dollars, même si c'est obligatoire, mais c'est une contribution. Et on donne aux enseignants une subvention, une aide sociale ou un incentive, une motivation en dollars. Donc c'est ça le problème. Qui correspond à quelle proportion du salaire, disons? Il n'y a pas de proportion. Le syndicat... Ça dépend des écoles. Oui, le syndicat des enseignants a revendiqué entre 30 et 60
50-60%. Du salaire en livre libanaise. Ouais. Mais pas tous les établissements scolaires sont capables de payer aux enseignants ce pourcentage. Il y a les écoles gratuites, il y a les écoles rurales, donc notre système est très diversifié. Il y a des écoles semi-gratuites. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour répondre aux exigences du syndicat des enseignants. C'est ça où existe le problème actuel. Il faut payer à la caisse des indemnités le pourcentage du salaire officiel. Du salaire officiel. On a besoin d'une nouvelle loi qui décrète que ce soit une nouvelle échelle de salaire, et c'est ainsi que nous puissions faire le pourcentage nécessaire et le donner à la caisse des indemnités. Donc le problème de la caisse des indemnités actuelle est un problème légal. On a besoin d'une nouvelle loi pour que nous puissions payer à la caisse le pourcentage dû, mais cette fois-ci en dollars, pour que la caisse des indemnités puisse donner les pensions, la retraite et tout ça en dollars aux enseignants. Est-ce que les salaires des enseignants des écoles privées ne suivent pas un peu l'échelle des salaires des fonctionnaires publics? Si, c'est la crise, c'est la même. C'est le même problème. Oui. C'est le même problème dans le privé et dans le public. Parce que les fonctionnaires touchent toujours en livres libanaises leur salaire. Et même l'aide qui a été donnée par le ministère de l'Éducation en dollars n'entre pas dans le salaire officiel. Donc c'est une aide sociale, c'est une incentive qui a été donnée aux profs momentanément pour dépasser cette période de crise. Nous sommes dans une période transitoire. Nous attendons le déblocage de la situation politique libanaise pour qu'on ait un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement, un nouveau parlement peut-être, pour que ces institutions puissent faire leur devoir. Et ainsi, nous pouvons avoir une nouvelle loi pour que nous puissions donner à la Caisse des indemnités ce qui est dû à chaque enseignant. Alors, une question. Nous savons que certaines ambassades, et je ne sais pas si les Nations Unies le font, et à ce sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse. Nous avons su il y a 2 jours que l'Office des Nations Unies pour les réfugiés est en train de construire 30 écoles dans différentes régions, écoles neuves, de nouveaux établissements pour les déplacés syriens. Donc il y a des fonds des Nations Unies qui sont débloqués pour construire de nouveaux établissements pour les déplacés syriens. Alors ma question est nous savons que certaines ambassades, essentiellement peut-être l'ambassade de France, ou la France, pas l'ambassade de France, la France, accordent une aide aux écoles privées, essentiellement aux écoles catholiques. Est-ce que cette aide-là arrive à régler au moins une partie du problème pour permettre aux enseignants d'avoir une vie qui soit à la hauteur de leur mission, de leur vocation? C'est parce que les enseignants n'arrivent pas à avoir cette vie digne à partir de leur métier qu'on souffre maintenant du problème de l'exode des profs. Durant les 2 dernières années, on a subi un exode peut-être de 20% de l'ensemble de nos profs. Et ce sont les enseignants les plus qualifiés qui ont quitté le système. Et cet exode a contribué même à ce décalage du niveau éducatif de notre système et cette pauvreté pédagogique duquel on a parlé, ce learning loss. Donc, et même les nouveaux profs embauchés qui sont nouvellement diplômés,
et sans expérience ne sont pas capables de combler ce vide. Pour cela, le problème traîne encore. Nous essayons dans nos établissements scolaires de faire les formations nécessaires, mais les formations sont coûteuses, et ensuite il faut trouver les bonnes personnes qui sont aptes à subir cette formation et à se développer, à faire cette évolution nécessaire dans leur vie professionnelle. Et concernant en premier lieu, la question des déplacés, des réfugiés syriens. Nous, dans notre système éducatif catholique, nous avons essayé à ne pas intégrer des réfugiés dans notre système éducatif. Il y avait, avant la crise syrienne, en 2011, un certain nombre de quelques milliers de Syriens dans notre système éducatif, et on a conservé le même nombre. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre des Syriens dans nos établissements scolaires. Parce que nous, comme système éducatif catholique, nous avons la conviction que nos écoles sont au service de notre population libanaise. Et nous tenons beaucoup à ce fait-là. Nos écoles catholiques sont prioritairement au service de la population libanaise, même si chaque élève a le droit à l'éducation. L'élève syrien qui se trouve sur le territoire libanais a le droit à l'éducation. Et par respect à ce principe que le gouvernement maintenant est en train de faire des tractations avec l'ONU, avec l'UNICEF précisément, pour trouver des solutions. Parce que je pense que même le système public n'est pas capable d'intégrer je ne sais pas combien de centaines de milliers d'élèves réfugiés syriens sur le territoire libanais. C'est un problème très grave. Il faut maintenir l'identité libanaise, que ce soit dans le système public ou bien dans le système privé. Moi, je pense, franchement, c'est un avis personnel, que la question de construire de nouvelles écoles aux élèves réfugiés qui se trouvent sur le territoire libanais est une très bonne solution. C'est la meilleure solution actuellement pour ne pas exempter ces élèves du droit de l'éducation et pour respecter cette identité de l'éducation libanaise, parce qu'il y a un très grand décalage de niveau. On ne peut pas mettre un élève syrien et un élève libanais sur la même table. Il y a un décalage de niveau. Pour cela, moi, je pense que c'est la bonne solution actuellement. Alors, pour la question de l'aide européenne, de l'aide de certains gouvernements européens, je pense, qui est accordée à certaines écoles, est-ce que cette aide règle, ne fût-ce que partiellement, les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Je pense à la France essentiellement, qui accorde une aide ouvertement. Il y a un proverbe libanais qui dit L'hajra btasnot ghabi. Moi, je pense que tout d'abord, il faut mentionner et dire tout franchement que nous comptons sur la très bonne volonté de la population libanaise. C'est eux, ce sont les Libanais qui maintiennent ce système sur pied. Ce sont les Libanais. Et ce sont des aides, des petites aides, que ce soit de la France ou de n'importe quel autre pays, ou bien des autres NGO. Il y a plusieurs NGO qui nous aident. Et ils sont en train de faire beaucoup de bien. Surtout, et il faut dire ça, de la population libanaise actuelle, il y a
un pourcentage de pauvreté, c'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas capables de payer ce qui est dû à l'école, surtout les montants en dollars. Il faut penser à ces gens-là, aux Libanais qui ne sont pas capables de payer la scolarité. Et il y a un bon pourcentage. Moi, je pense qu'on parle de 20 à 30% de la population libanaise qui souffre de la pauvreté ou bien est sous le seuil de la pauvreté. Donc, ces aides qui ne sont pas suffisantes, l'année passée, on a reçu dans l'ensemble de notre système la somme d'une quinzaine de millions de dollars. Mais ce n'est pas suffisant. Et pour l'année prochaine, le besoin est triplé, doit être multiplié par l'année prochaine, c'est-à-dire cette année qui vient de commencer. On a besoin du triple de la somme payée l'année passée. On a besoin peut-être d'une quarantaine de millions de dollars pour pouvoir maintenir ce système sur pied. Donc le besoin est très grand et les aides, malgré le fait qu'ils sont très appréciés, ne sont pas suffisantes jusqu'à maintenant. La France est en train d'aider, mais la France est intéressée prioritairement à l'ensemble des écoles homologuées. C'est-à-dire ce sont les écoles qui suivent le système français. Donc la France est intéressée prioritairement à cet ensemble d'établissements scolaires. Ils pensent aussi aux autres établissements avec l'œuvre d'Orient, à moitié entre la France et l'œuvre d'Orient, mais c'est une somme, disons, un peu humble, c'est-à-dire de 2 millions à peu près, 2 millions d'euros annuellement. Et il y a d'autres NGO qui sont en train d'aider, comme par exemple l'Église en détresse. Il y a chez nous, par exemple, Beit el-Baraka, Mission Éducation. Il y en a plusieurs. Tous sont remerciés et leur travail est très apprécié, mais on a besoin de sommes beaucoup plus grandes pour pouvoir aider les gens pauvres libanais pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école et surtout maintenant, durant ce mois, en ces jours très difficiles. Ce sont les jours de la rentrée scolaire. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui sont jusqu'à présent restés dans leur maison, à la maison. Donc, je pense qu'il faut élever la voix. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver des solutions. Moi, j'ai écouté que le patriarche maronite en Australie a fait une certaine quête pour l'enseignement catholique. Et il y a un certain nombre, une certaine somme qui va arriver au Liban. Espérons que cette somme soit une somme respectable. Espérons ça. Je vais revenir tout à l'heure à ce point précis. Je voudrais demander à Madame Attié. Oui, juste une seconde avant que vous me posiez la question. Je voudrais juste rebondir sur un point que Père Nasser a soulevé. C'est, comme il l'a nommé, cette motivation que les écoles donnent aux enseignants en dollars pour qu'ils puissent vivre en dignité, se déplacer en dignité et venir faire leurs cours aussi et poursuivre leur mission humaine et pédagogique. Nous sommes tous coincés dans un cercle vicieux, Monsieur Thomas. Parents, élèves, écoles, enseignants. Parce que les parents aussi, à leur tour, ils sont payés en livres libanaises. Bien sûr, à côté, parce que c'est le cas du pays, même si ce n'est pas déclaré, ils ont une somme en dollars, comme dans notre cas. Mais cette somme en dollars, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas visible sur la fiche de paie d'un enseignant. Donc du coup, c'est une somme fantôme. Voilà, comme c'est le cas de tous les Libanais. Ces parents doivent payer des scolarités à l'école qui, à son tour, doit payer un pourcentage en dollars aux enseignants, qui n'est pas suffisant. Donc, elle doit demander plus aux parents. Donc, on est dans un cercle vicieux qui affecte tout le secteur éducatif au Liban. Et c'est pour cela que nous avons vu et nous continuons à voir une hémorragie, moi je dirais. Je ne parle pas d'exode. C'est une hémorragie des enseignants du Liban. Et puis, il y a un facteur encore qui entre en jeu, c'est la reconversion professionnelle. Parce que, c'est-à-dire pendant ces 2 dernières années, beaucoup d'enseignants ont choisi
de changer de métier vers quelque chose de plus simple, de plus rentable et de moins fatigant, ou qui se sont contentés de donner des cours particuliers l'après-midi parce qu'ils choisissent 2-3 familles riches et ils sont payés le double, le triple de leur salaire tout en restant chez eux. Ça a toujours été le cas, en fait. Oui, et ça continue à être... Exactement. Mais ça, c'est très grave parce que nous perdons nos enseignants. Nous perdons le pilier des écoles. Et puis les nouveaux, il y en a qui ne sont pas formés. D'ailleurs, Père Nasser l'a dit. Et puis, il y en a qui, à part le manque de formation initiale, je veux dire, ils ne sont pas des enseignants, ils n'ont pas suivi une formation à l'université pour être des enseignants, ils n'ont pas d'expérience, et puis ils n'ont pas d'anciens enseignants expérimentés à l'école pour les accompagner. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, nous avons toute une génération entre leurs mains. Et ça, c'est très grave, et ça menace tout le Liban. Donc voilà, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire avant que vous me posiez votre question. Je voudrais rebondir donc, sur ce que vous avez dit, ce que le Père Nasser a dit. Oui. Je sais que l'école du Carmel Saint-Joseph, c'est une école, on ne peut pas dire que c'est une petite école, enfin une école qui est moyenne, disons. Je suis sûr que vous êtes confronté au problème d'élèves, de nombreux élèves qui n'arrivent pas à couvrir les frais scolaires ou bien les frais, je ne sais pas moi, de ce qu'on appelle l'intendance. La contribution en dollars, mais qui est obligatoire. Mais à votre niveau, est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous avez mis en place au niveau de l'école un système d'aide pour venir, pour soutenir ces élèves-là? Alors, comme je vais toutes poser la les... question tout à oui. l'heure au Père Nasser pour... Alors, vous savez, là, je ne peux pas, c'est-à-dire être vraiment très sûre de ce que je dis, parce que c'est aussi une affaire administrative qui est relative complètement à l'école. Mais ce que je sais, c'est qu'au Carmel, on ne met pas d'élève à la porte, ça c'est hors question, parce qu'il n'a pas payé sa scolarité. Donc, ça n'arrivera jamais, ça ne s'est jamais passé, bien que cela s'est produit dans d'autres écoles. Mais nous, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Ça, c'est de un. Et puis, l'école, oui, elle aide financièrement les familles qui ne peuvent pas payer la scolarité. Donc, déjà, je sais que elles peuvent, ces familles-là, ne pas respecter, par exemple, les délais. Vous savez, parfois, les écoles obligent que cette somme soit payée avant cette date-là. L'école, le Carmel est très flexible sur ces dates. Et puis, il y a des aides, des subventions que l'école donne à ces familles-là. Et puis, nous avons des familles qui profitent pleinement et qui le disent. Et puis, tout est très transparent au Carmel. Nous pouvons savoir qui sont ces familles qui ont profité de ces subventions, de ces aides. Et voilà. Est-ce qu'on n'avait pas un système, par exemple, certaines écoles mettre à contribution des parents qui ont des moyens, qui leur créer permettent... une caisse de solidarité à l'école. Un genre de caisse. Je sais que dans certaines écoles, il y a différents niveaux, disons, de scolarité. Oui. Les parents à Jamoul, qui ont plus par exemple, il y a différentes souches. Donc, souche A, B, C ou 1, 2, 3, je pense. Ouais. Donc, que vous avez un système de non, mettre parce que justement, nous sommes une petite école. Nous ne pouvons pas travailler par souche, vous l'avez dit. Ouais. C'est-à-dire, on ne dépasse pas les 750 élèves au Carmel. Il doit y avoir des familles qui ont plus de moyens que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Nous avons une caisse de solidarité. Et puis, il y a des familles, justement, qui contribuent et qui couvrent la scolarité d'autres. Voilà, bien sûr. Oui. Alors là, pendant ce que je voudrais... oui, j'ajoute tout d'abord, Arana dit quelque chose. Oui. Oui. Tout d'abord, pas seulement au Carmel Saint-Joseph, mais dans l'ensemble des établissements scolaires catholiques, il n'y a pas eu des élèves qui ont été mis à la porte à cause de la scolarité. C'était c'était un consensus entre nous, entre les chefs d'établissement l'année passée, à cause de la crise, à cause de la pauvreté, il faut exprimer ce sens de solidarité avec les parents. Pour cela, il n'y a pas eu d'élèves qui ont été mis à la porte à cause de la scolarité. De deux,
dans chaque établissement scolaire. Et c'est la recommandation du CEGEC, du Secrétariat général des écoles catholiques, d'ouvrir dans chaque établissement scolaire ce qu'on appelle le service social. Le service social, c'est-à-dire les parents qui ne sont pas capables, qui se trouvent dans une certaine pauvreté, disons. Donc, ont le droit de se recourir au service social dans l'établissement scolaire, de présenter un dossier. Et c'est le service social, ce sont les assistantes sociales qui s'en occupent dans chaque établissement scolaire. Et c'est un système qui est toujours en fonction pour l'année prochaine. Parce que je pense qu'il y aura l'année prochaine beaucoup plus de besoins et beaucoup plus de demandes. Beaucoup plus de demandes à cause de la hausse de la contribution. La contribution a été multipliée par 3. Par 3. Donc, si c'était acceptable l'année passée, ça sera un peu dur cette année scolaire 23-24, surtout pour certains parents. Et pour cela que les aides sociales ont leur importance de combler ce vide entre ce que les parents peuvent et ce qui est dû à l'établissement scolaire. Et ensuite, je pense qu'il faut compter à cet égard, il faut compter sur les Libanais qui se trouvent à l'extérieur. Et il faut compter sur les anciens des écoles catholiques. Ma question portait justement, je profite de la présence de l'ambassadeur Khalil Karamoussi, qui est président de la Ligue maronite. Une question qui me tient à cœur depuis un certain temps, et j'en avais discuté d'ailleurs il y a quelque temps avec Michel Edde quand il était président de la Ligue maronite. Pourquoi est-ce que les écoles, essentiellement des écoles catholiques, ne mettent pas en contribution d'une manière systématique et massive et bien planifiée et bien organisée les anciens? Je sais, je prends par exemple, moi je suis un ancien du collège de Sacré-Cœur. Okay? Il y a, je sais pas, peut-être des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'anciens. Le cas se présente aussi dans toutes les écoles catholiques. Je pense que là aussi la Ligue maronite pourrait, ou bien la Ligue gréco-orthodoxe, ou bien pourrait être mise à contribution. Pourquoi est-ce que les anciens ne sont pas mis à contribution? Je sais qu'au Sacré-Cœur, il y a une mutuelle, certains contribuent, mais pas suffisamment. Pourquoi est-ce que les écoles catholiques ne mettent pas en place un fichier des anciens, et pourquoi est-ce qu'elles n'organisent pas d'une façon systématique et bien planifiée une contribution, ne fût-ce que minime, des anciens, pour couvrir tous ces problèmes d'équipement, de salaire des enseignants, d'entretien des bâtiments, de l'aide sociale, etc. Même si chaque ancien contribue pour une petite somme minime, en misant sur le nombre, je pense que l'effort vaut la peine, je pense. Moi, je pense que... La même chose au niveau de la Ligue maronite. Oui. Oui, oui. Oui. Ou bien d'autres ligues, pas seulement. Je parle de la Ligue maronite, je préfère de la... Oui. Oui. Merci, parce que je suis dans l'obligation de quitter à 7h15. Oui. En fait, on avait eu l'idée, vous avez bien mentionné Feu Michel Edde. Feu Michel Edde avait pensé à un endowment. Endowment pour que, justement, puissent en profiter les élèves qui n'ont pas les moyens de continuer leurs études dans des établissements, surtout catholiques. Ça a été fait. Ça a été fait dans certains établissements et ça s'est évaporé avec la crise bancaire. Il y a des sommes énormes qui furent énormes et qui ont disparu. Bon, qui ont disparu? Comment ils ont disparu? Ils sont dans les banques. Dans les banques. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de travailler par module, par village, par région, parce que, vous savez, les Libanais de l'étranger sont sollicités de toutes parts pour plusieurs raisons.
Il y a le problème alimentaire, il y a le problème éducatif, bien sûr, il y a le problème de l'hospitalisation, plein de problèmes qui sont venus tous en même temps. Plus ces gens-là ont souffert de la récession due au Covid. Donc, on a tous ces problèmes qui ont été concomitants et qui ont fait que tout a été, si vous voulez, freiné ou ralenti. Donc, on est en train de les relancer pour essayer de voir si on peut faire ça d'une façon institutionnelle. Parce que si ce n'est pas institutionnel, c'est chaotique. Et ensuite, il y aura le clientélisme, les copinages au Liban et en Orient. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on verra plus clair, surtout au niveau des Libanais de l'étranger qui souhaiteraient participer à la relance éducative. Et je pense que le système éducatif du Liban est encore en état d'être relancé parce que moi j'ai fait le tour du monde et l'éducation m'est très chère. Et on avait fait dans le temps, vous êtes professeur de français, un programme IFADEM en 2009 avec la francophonie pour la remise à niveau des professeurs de langue française. Parce qu'ils ont fait une étude, surtout dans les régions éloignées et périphériques. Ils ont trouvé qu'il y avait une diminution très importante au niveau de la qualité de l'enseignement et du français enseigné dans ces écoles qui sont théoriquement francophones. Donc on a commencé par le Nord, par Beyet, c'était un test et ça a très bien marché. Donc on a remis à niveau jusqu'à présent, je ne sais pas combien de professeurs de langue française avec l'aide de la francophonie. Maintenant, le malheur, c'est que le monde entier est en crise et que le système éducatif libanais ne peut pas continuer seul. J'en ai parlé au Vatican, c'était une de mes discussions les plus importantes. Le Vatican a de petits moyens, mais on s'est entendu avec eux de parler à la conférence épiscopale des évêques catholiques d'Amérique. Voilà, je vous remercie. Effectivement, je pense que des structures comme la Ligue maronite ou autres peuvent jouer un rôle important au niveau de la diaspora. Vous avez évoqué la diaspora. Oui. Mais je reviens au niveau des anciens. Même si leur contribution devrait être en cash, de petites contributions, l'effort vaut la peine, vous ne pensez pas? Oui, dans certains établissements scolaires catholiques, dans une, je pense, quarantaine d'établissements, il y a des comités des anciens. Oui. Et nous sommes en train, avec M. Naji Khouri, le président de la FAYEC, de la Fédération des anciens des écoles catholiques, de mobiliser et de motiver ces comités pour qu'ils puissent faire quelque chose et venir en aide à leurs établissements scolaires. Donc, c'est un travail qui se fait actuellement et nous sommes en train d'aider les autres établissements à fonder des comités des anciens. Donc, le rôle, je pense, le rôle des anciens des écoles catholiques est très important. Et il faut miser sur ce rôle. Je pense qu'ils sont capables, et il y en a qui sont capables d'aider, de donner la main. Mais M. Touma, moi je pense que la richesse porte et promeut la richesse, et la pauvreté promeut la pauvreté. Là où il y en a besoin, même les anciens ne sont pas capables. Si on pense aux zones périphérales ou bien à la région, aux régions du Liban, je pense que là, même les anciens n'ont pas cette capacité qui comble ce besoin, qui répond à ce besoin, et surtout en ces jours. Pour cela, ce système fonctionne très bien dans certains établissements, les grands établissements, là où l'environnement socio-économique des parents est très bien, ça fonctionne. Il y a des millions de dollars qui viennent de l'extérieur et qui viennent en aide à ces établissements scolaires, mais ce système ne fonctionne pas dans les petits et les établissements ruraux. Pour cela, il faut trouver d'autres moyens et d'autres possibilités pour venir en aide à ces établissements.
Oui, mais ça peut faire un système de vase communicant, c'est-à-dire si le centre peut organiser, disons, ce système basé sur les anciens, le centre peut venir en aide à la périphérie, aux écoles semi-gratuites ou bien aux écoles qui sont dans les régions périphériques. Tu sais, Michel, c'est un système global. Oui, les anciens sont très attachés à leurs établissements. Chacun a son établissement scolaire. Moi, je suis ancien de 3 points. Ce serait votre rôle, justement, en tant que secrétaire général des écoles catholiques, et ce serait peut-être votre rôle d'assurer, justement, ce mouvement entre le centre et la périphérie, à partir des... Peut-être avec l'aide de la Ligue maronite, avec la FAIEC, la Fédération des anciens, on est capable de faire quelque chose pour répondre aux besoins dans les régions. C'est ça notre priorité pour le futur. C'est ça, il ne faut pas rester axé sur le centre. Comme vous dites, il y a les régions périphériques qui sont... Ce que le pape François a dit, allez vers la périphérie. Oui, allez vers la périphérie. Et nous sommes obligés d'aller là où il y a la pauvreté. Oui, tout à fait, justement, ça peut... Oui, donc je voudrais évoquer un peu rapidement, avant de voir s'il y a des questions, le problème du niveau d'éducation. Est-ce qu'il y a un effort? M. Karam a évoqué donc un projet très important de mise à niveau des enseignants. Mais par exemple, au niveau du Carmel Saint-Joseph ou au niveau, par exemple, des écoles catholiques en général, est-ce qu'il y a un effort qui est en train d'être déployé pour une mise à niveau des enseignants ou au niveau de l'équipement même? Je sais, j'ai enseigné, je sais que l'équipement parfois est important, surtout en sciences. Est-ce qu'il y a un effort qui est déployé sur ce plan? Maintenant, en ce qui concerne les formations, si je commence par le Carmel Saint-Joseph, nous sommes toujours en formation continue au Carmel. C'est une formation à l'interne et puis nous assistons aux formations aussi proposées par l'AEFE. Et tout enseignant qui commence sa carrière au Carmel Saint-Joseph doit suivre 2 années de formation que demande l'AEFE, et bien sûr il y a des inspecteurs, des accompagnateurs qui viennent suivre, etc. et présentent des rapports, et aussi l'enseignant il doit aller assister dans leur classe. Donc ça, pour le Carmel, c'est sûr que c'est fait. Et je vous dis, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que nous, au Carmel, nous nous renouvelons tout le temps en tant qu'enseignants, à l'interne. Mais en ce qui concerne les autres écoles, donc je pense que c'est la même chose pour les écoles homologuées ou conventionnées. Nous suivons les formations envoyées par l'AEFE, nous nous inscrivons sur les sites qu'ils demandent, Athéna, etc. Mais à l'interne, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres écoles, je pense que c'est pareil. Sauf que le problème que je viens de mentionner, qui est l'absence de corps enseignants, le manque d'enseignants formés à la base, qui ont suivi à la base, c'est-à-dire qui sont préparés à l'université pour être éducateurs, solide, pédagogues, disons, exactement. Donc ceux-là, ils sont très peu nombreux. Et nous remarquons aussi que lorsque nous recrutons, pas seulement au Carmel, beaucoup de personnes qui se présentent pour tel ou tel poste, profs d'histoire-géographie, de français, de sciences, ne sont pas des enseignants. Donc nous avons des diététiciennes qui se présentent parfois pour enseigner les sciences. Nous avons des personnes qui ont des connaissances en histoire-géographie, qui ont suivi une formation par ici, une autre par là, qui se présentent pour enseigner l'histoire-géographie en arabe. Donc vous voyez, donc ça c'est tout un chantier que les écoles doivent entreprendre. Et en ce qui concerne le matériel, il est utilisé dans toutes les matières. Le tableau interactif, les ordinateurs, les salles informatiques, les rétroprojecteurs. Alors là, c'est tout un budget. Et parce qu'il faut de la maintenance et il tombe souvent en panne comme tout appareil numérique. Et là, bien sûr que ça nécessite un grand budget pour l'école. Par exemple, une dernière question avant de... au niveau du cursus des programmes scolaires,
Est-ce qu'il y a une mise à niveau permanente et continue du cursus des programmes scolaires? D'accord. Tout d'abord, concernant la question qui concerne la qualité de l'éducation, moi je pense que la qualité dépend de 4 facteurs. Tout d'abord, il y a le premier facteur, c'est au niveau des chefs d'établissement et au niveau du système éducatif dans chaque établissement scolaire. Et nous sommes en train de promouvoir plusieurs formations à cet égard. Hein? Au niveau des chefs Des d'établissement. chefs et du système, de la gérance, de la gouvernance des établissements scolaires. Il y a un travail qui se fait, que ce soit avec l'Institut français de l'ambassade de France, il y a un travail qui se fait à ce niveau. Et le deuxième facteur, ce sont les enseignants. Et j'étais aujourd'hui même dans la matinée en réunion avec le directeur adjoint de l'AEFE qui est en visite au Liban. Et nous avons évoqué ensemble ce problème, comment remédier, comment contribuer à la remise à niveau des enseignants. Donc je pense qu'on aura un séminaire le mois prochain et on va discuter de ce point, comment la France, comment l'AEFE peut contribuer à cette remise à niveau, à ces formations. Il y a des formations qui se font dans les établissements homologués, mais je pense qu'il faut élargir un peu et aller vers les établissements labellisés, vers les établissements francophones. Donc le besoin est partout, n'est pas limité à un certain nombre d'établissements. Je pense qu'il faut penser même aux élèves remédier, à la remédiation même du niveau scolaire des élèves. Et ça demande un effort géant. Mais il faut mettre en place des plans, des stratégies de travail pour aller à l'encontre de ce problème, trouver des solutions et améliorer le niveau académique de nos élèves. Le directeur a évoqué le problème de la diminution, de la faiblesse de la langue française dans certains établissements scolaires. Donc, on a pensé à ça, à trouver de nouveaux moyens pour remédier, répondre à ce besoin. Et moi, je pense que les parents jouent un rôle essentiel à cet égard. Au niveau des élèves, comment vous pouvez je pense que au niveau scolaire, concrètement parlant, c'est l'effort de chaque établissement scolaire de mettre en place une stratégie de remédiation. C'est la responsabilité de chaque établissement à part de mettre en place une stratégie de travail pour remédier à cette faiblesse, à ce besoin. Et j'insiste sur le rôle des parents. Les parents, en général, ont un rôle très important à jouer à cet égard. Ils contribuent d'une manière ou d'une autre à un peu aider à élever, à améliorer le niveau scolaire de leurs enfants. Concernant le curriculum, oui, notre curriculum actuel est obsolète et il revient aux années 97 et n'est plus à la mode, ne respecte pas les dernières évolutions éducatives. Il y a un chantier à cet égard qui est en place dans le centre CRDP, le centre pédagogique d'éducation et de recherche. Je pense que nous sommes au seuil de la 3e étape. 2 étapes ont été terminées, achevées. Nous sommes au seuil de la 3e étape, c'est l'étape de la rédaction du nouveau programme. Ça va demander un effort géant de la part des enseignants dans les établissements privés et dans les établissements publics. Donc, ce travail est en chantier. Dans quelle matière? Dans toutes les matières. C'est une réforme
complète. Réforme du curriculum en général, même il y a une réforme au niveau de la gérance, de la gouvernance, de l'échelle c'est-à-dire échelle éducative, c'est-à-dire les classes. Il y a quelque chose qui se pense actuellement au CRDP. C'est un travail très sérieux, c'est un travail qui avance. Auquel vous êtes associé? Comment? C'est un travail auquel vous êtes associé? Oui, les écoles privées et le secrétariat général participent à ce travail. C'est un travail communautaire. Tout le monde, le privé et le public, collaborent ensemble pour sortir un nouveau curriculum dans les années 25-26. Entre les années 25 et 26, s'il n'y aura pas, comme d'habitude, un changement de ministre et tout s'arrête et on recommence de nouveau, de zéro. Ça a été fait 3 fois depuis 2010 jusqu'à maintenant. On commence, on fait des pas en avant, puis il y a un changement de ministre, tout s'arrête. Et avec le nouveau ministre, on recommence de zéro. On espère que ce travail va continuer et va donc parvenir à de meilleurs résultats, disons. Excusez-moi. En ce qui concerne les parents, moi je voudrais un peu parler de mon expérience en tant qu'enseignante. Moi je pense que les parents sont débordés et dépassés, et on le voit chaque jour. Tout d'abord, le père et la mère travaillent et parfois ils ne se contentent pas d'un seul métier, ils sont obligés de travailler l'après-midi aussi pour survivre. Et le soir, ouais, c'est vrai. Donc du coup, le résultat, c'est que les enfants sont livrés à eux-mêmes et c'est l'école et les enseignants qui s'occupent d'eux, à tous les niveaux. Il y a des fois où, je ne veux pas entrer dans des détails maintenant, il y a des fois où en tant qu'enseignants, nous remarquons des problèmes que les parents n'ont pas remarqués, non pas par négligence, non pas du tout, mais c'est par fatigue, c'est parce qu'ils sont vraiment débordés et ils sont absents. Donc, à mon avis, c'est un fait. C'est pas mon avis, c'est un fait. C'est l'école, c'est l'enseignant qui doit justement prendre en charge. Nous sommes en train de le faire. Et c'est très fatigant parce que c'est une charge supplémentaire et c'est une grande responsabilité. Maintenant, en ce qui concerne le niveau et la qualité du français au Liban, il est vrai qu'il y a une baisse. Et il y a plusieurs raisons pour cette baisse, c'est-à-dire à commencer par les réseaux sociaux et tout ce qui est YouTube et la domination de la langue anglaise. Et puis, il y a ces enfants qui ne lisent pas, qui ont perdu l'habitude de lire, parce que aussi il n'y a pas de modèle devant eux à la maison qui lit. Moi, j'ai appris à lire parce que mes parents lisaient, donc j'ai pris cette habitude, ça s'apprend à la maison. Donc, oui, justement. Mais comme les parents ne sont pas là, et ils travaillent, c'est vraiment très paradoxal parce qu'eux, ils travaillent pour assurer la scolarité de leurs enfants. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes tous dans un cercle vicieux. Mais il faut dire que le français, dans nos écoles, c'est la langue d'enseignement. Et ce n'est pas que le professeur de français qui est chargé d'enseigner la langue de Molière. Donc, comme c'est la langue d'enseignement, c'est-à-dire c'est toutes disciplines confondues qui doivent enseigner leur matière en français, ça c'est aussi un moyen pour hausser le niveau. Donc voilà, donc c'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y aurait des questions ou bien des remarques? Merci pour vos interventions et merci de ce courage d'avoir bataillé pendant ces 4 années quand ceux qui nous gouvernent n'ont rien fait, strictement rien fait. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur diviser un peu le problème. Il y a le problème de l'éducation à l'école, il y a surtout le problème du déplacement et des enseignants et des élèves. La facture de l'écolage par bus, par voiture, ça n'existe
c'est très particulier. Au Liban, on avait ce luxe de pouvoir avoir un réseau de transport scolaire. En France, vous allez par quartier. Ici, c'est centralisé, mais très lointain de toutes les agglomérations. Comment le professeur va arriver? On a reçu des bus de la France qui sont garés quelque on les voit part. Pas parce que même les chauffeurs de taxi ne sont pas contents qu'ils travaillent parce qu'ils vont leur faire de la concurrence. Et les chauffeurs de taxi, beaucoup sont des anciens employés de banque qui, pour gagner la sécurité sociale au-delà de l'âge de la retraite, ils vont s'inscrire. Le problème est vicié au départ. Maintenant, si vous prenez l'école en elle-même, je pense que le capital essentiel, c'est l'enseignant. Un bon enseignant, c'est une personne qui va garantir un avenir pour toute une classe, pour toute une école. C'est le produit, entre guillemets, c'est le produit le plus cher à l'école. Ça, c'est un. Donc, il faut qu'il puisse arriver à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent plus à aller à l'école. Vous n'avez pas vu les motos avec 4-5 enfants par devant, par derrière, sans casque. Les frais de transport. Le papa qui met le casque. Si. Parfois, ils dépassent les scolarités, les frais de transport. Voilà, tout à fait. Ouais. Maintenant, si vous me parlez seulement des frais de l'école, les anciens bâtiments sont là. S'ils n'ont pas besoin de rénovation, à la limite, on peut fonctionner par inertie. Ça ne veut pas dire qu'on peut continuer comme ça tout le temps. Mais ça, c'est un. Deux, c'est surtout l'aide devrait venir et la demander plutôt, pas en argent direct, frais, pour que ça passe. Ça ne se passe pas comme ça. Les donateurs n'aiment pas beaucoup ça. C'est exceptionnel qu'ils donnent. Si vous demandez, par exemple, pour la génération électrique, des panneaux solaires, certains gouvernements ils ont des programmes, notamment l'ambassade du Japon, elle est en train de donner. Ce qui coûte à l'école, ce n'est pas 35 élèves avec un seul enseignant seulement. Ça ne coûte pas aussi cher. Ce qui coûte cher pour le niveau de l'enseignement, si vous avez des laboratoires comme il faut, c'est des laboratoires chimiques, l'équipement en général, et l'informatique aussi, et l'audiovisuel, comme on dit. Donc l'audiovisuel, même ça coûte même pour l'enseignant. L'enseignant a besoin d'un ordinateur qu'il faut renouveler aussi. Tout ça, si on ne le fait pas, si on ne peut pas avoir une aide ciblée sur ça, on va avoir une baisse. D'autant plus que dans le temps, les ecclésiastiques étaient concernés par l'enseignement direct. Ils enseignaient dans les classes. Aujourd'hui, ils le font moins. Donc, aussi, c'est une source de dépenses en plus pour les écoles catholiques. Je regrette. Monsieur Hazar, je ne sais pas si vous savez que les frais de déplacement forment 50% de la scolarité en livres libanaises pour cette année scolaire. C'est-à-dire, ça va coûter plus que 15 millions de livres libanaises sur chaque élève, sur l'écolage de chaque élève. Et ensuite, on se demande pourquoi il y a une différence de scolarité entre un établissement et un autre. Moi, je pense que la différence vient de ce que vous venez d'évoquer. Ce sont l'ensemble des activités qui se font dans certains établissements et qui élèvent la scolarité de cet établissement. Donc, une des causes de cette différence, ce sont les activités qui sont très importantes, qui sont l'équipement de cet établissement qui coûte beaucoup. Donc, ça fait monter la scolarité de l'établissement. Je voudrais, en guise de conclusion, raconter aussi un petit fait pour nous consoler un peu, pour nous donner un message d'espoir, nous consoler. Il y a une dizaine d'années, il y a une revue américaine qui a effectué une enquête auprès de la jeunesse américaine, des Américains, la jeunesse américaine, sur leur niveau culturel, leur niveau d'éducation des Américains. C'est une revue américaine ou le Time No Newsweek, je ne me rappelle pas, mais une revue comme ça. Ils ont mis en couverture, comme titre des résultats de l'enquête, The Lost Generation. Pourquoi The Lost Generation?
parce que l'enquête auprès des jeunes donc, américains a montré qu'entre 33 et 35% des jeunes américains n'ont pas su situer, localiser les États-Unis sur une carte géographique. Ils leur ont montré une carte géographique du monde, ils leur ont demandé où sont situés les États-Unis. Entre 30 et 35% des jeunes Américains n'ont pas su situer leur pays sur une carte géographique. Ça, c'était il y a 10-12 ans. Donc ça, c'est pour dire que c'est vrai, il y a une baisse de niveau d'éducation, il y a une baisse du niveau du français. Et malheureusement, et mes collègues ici, Tinda et Nada, pourront confirmer peut-être ce que je vais avancer, c'est que cette baisse du niveau de français n'est pas propre seulement au Liban. Même beaucoup de Français, je me rappelle, il y a quelque temps, j'ai vu un tweet de la présidence de la République française de l'Élysée, où il y avait une faute d'orthographe qu'un élève de 6e n'aurait pas faite. C'était la concordance d'un verbe avec l'objet, le complément d'objet direct qui était avant le verbe. Le site de la présidence de la République française, un tweet de 3-4 lignes, il y avait une faute d'orthographe qu'un élève, je ne sais pas, madame, je ne sais pas si c'est un élève de 6e ou bien moins que de 6e n'aurait pas commis cette erreur. Mais il y a une baisse d'éducation et de culture mondiale, pas seulement dans l'éducation d'ailleurs, même dans le cinéma, en musique, tout ça, même en politique. Donc si ça peut nous consoler et si ça peut nous donner un message d'espoir pour continuer le combat. Voilà, je sais pas. L'autocorrecteur automatique. Pardon? La faute vient de l'autocorrecteur. Ouais, quelquefois, oui. Ouais. Quelquefois, oui. Peut-être qu'ils ne savent même pas utiliser, par ailleurs. Ouais. Mais Monsieur Thomas, est-il possible de changer la place du Liban sur la carte géographique? Peut-être. C'est, je pense, le vœu de beaucoup de Libanais. On épargne beaucoup de problèmes. Je pense que c'est le vœu de beaucoup de Libanais, peut-être, oui. De nous. Ouais. Bon, si vous avez encore un commentaire à faire ou bien une... Moi, je termine en disant que je pense que c'est l'unité qui fait la force. En ce temps de crise, nous sommes appelés, les enseignants, les parents et nous, les chefs d'établissement, à collaborer ensemble, à unir nos forces pour que nous puissions survivre et dépasser cette période très difficile avec les moindres dégâts possibles. Merci. Je pourrais emprunter votre micro. Moi, je voudrais souhaiter qu'un jour, on puisse dire, comme je l'ai lu sur la carte d'invitation que vous m'avez envoyée, chère rentrée. Parce que malheureusement, cette année, elle n'est pas très chère dans le sens où tout le monde est très fatigué. Parents, enseignants, écoles aussi. Donc, j'espère qu'on pourra, dans quelques années, retrouver ces rentrées. Parce que Père Nasser l'a dit tout à l'heure, qu'on vivait bien. Moi, je pense qu'on est dans l'illusion qu'on vivait bien, que tout allait bien. Parce que non, ça n'allait pas bien et la preuve, c'est ce que nous vivons maintenant. Mais pour finir en beauté et en espoir, comme un message d'espoir, oui, espérons que nous puissions retrouver des rentrées chères pour nous. Voilà. D'où la mobilisation nécessaire des anciens. J'insiste sur ça parce que je pense que ça peut être une partie de la solution. Bon, personne n'a de questions, de remarques. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre contribution et votre présence. Et comme vous dites, l'union fait la force, donc il faut axer sur ça. Merci beaucoup. Bonsoir.